Vous souvenez-vous de ces expressions colorées que vos grands-parents répétaient sans cesse dans la cuisine familiale, ces dictons mystérieux qui rythmaient les saisons, les travaux des champs et les conversations animées autour de la table dominicale? Aujourd'hui, ces perles de sagesse populaire ont presque totalement disparu de notre langage quotidien, emportant avec elles des siècles de traditions orales, des veillées au coin du feu, toute une époque où les anciens transmettaient leur savoir à travers des formules imagées que les enfants écoutaient bouche bée. Nous allons redécouvrir ensemble 16 dictons français qui ont bercé des générations entières, des années 50 aux années 90, ces expressions savoureuses qu'on n'entend plus nulle part mais qui restent gravées dans nos mémoires collectives. À la Chandeleur, l'hiver se meurt ou reprend vigueur. Cette phrase magique résonnait dans toutes les fermes de France le 2 février, jour béni où les crêpes envahissaient les cuisines enfumées. Les grands-mères scrutèrent le ciel avec attention ce matin-là, cherchant des signes annonciateurs du temps à venir pour les semaines suivantes. La poêle noircie par des décennies d'usage tournoyait habilement au-dessus du fourneau à bois, chaque crêpe retournée d'un geste expert transmis de mère en fille. Les enfants attendaient impatiemment leur tour pour faire sauter la crêpe en tenant une pièce de monnaie dans la main gauche, rituel censé garantir prospérité pour l'année entière. Les marchés de village vendaient ainsi des montagnes de farine et de beurre salé dans les jours précédant la Chandeleur, effervescence commerciale qui animait les ruelles endormies. Les instituteurs expliquaient patiemment l'origine religieuse de cette fête aux écoliers distraits qui ne pensaient qu'aux crêpes du goûter. Ce dicton paysan disparaît progressivement des conversations modernes, remplacé par des applications météo qui prédisent le temps sans aucune poésie. Noël au balcon, Pâques au tison, voilà ce que marmonnaient les anciens en observant la douceur inhabituelle des fêtes de décembre, prophétie inquiétante qui annonçait un printemps glacial. Les réveillons des années 60 voyaient parfois les convives sortir, prendre l'air sans manteau, anomalie climatique qui faisait jaser tout le voisinage. Grand-père hochait la tête d'un air entendu en répétant ce dicton, appris de son propre père, chaîne ininterrompue de sagesse météorologique transmise oralement. Les cheminées des maisons de campagne crépitaient encore en avril quand la prédiction se réalisait, enfants frigorifiés qui cherchaient les œufs de Pâques sous la neige tardive. Les almanachs des PTT imprimaient ces dictons dans leurs pages jaunies, références consultées religieusement par les familles françaises chaque matin. Les bistrots de village débattaient longuement de la véracité de ces prédictions ancestrales, discussions animées autour du comptoir en zinc. Les jeunes générations sourient aujourd'hui devant ces croyances jugées naïves, ignorant la sagesse empirique accumulée pendant des siècles d'observations patientes. S'il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard. Le 8 juin devenait une date cruciale dans le calendrier des agriculteurs, journée scrutée avec anxiété par tous ceux dont la récolte dépendait du ciel. Les femmes de la campagne levaient les yeux vers les nuages dès l'aube, espérant désespérément apercevoir un rayon de soleil salvateur. Saint-Médard, évêque de Noyon au VIe siècle, portait sur ses épaules la responsabilité écrasante de déterminer le temps des semaines à venir. Les processions religieuses imploraient sa clémence dans les villages du nord de la France, ferveur populaire mêlant foi chrétienne et superstition païenne ancestrale. Les cafés-tabacs s'y affichaient des calendriers où la Saint-Médard était entourée au crayon rouge, date fatidique connue de tous les habitués. Les conversations téléphoniques entre cousins éloignés commençaient invariablement par la météo du 8 juin, rituel social qui renforçait les liens familiaux. Ce dicton s'efface lentement des mémoires contemporaines, victime d'une société déconnectée des rythmes agricoles qui structuraient autrefois la vie quotidienne. À la Saint-Glinglin, expression malicieuse qui faisait sourire les enfants quand les adultes promettaient quelque chose pour cette date imaginaire qui n'existe sur aucun calendrier. Les pères de famille utilisaient cette formule pour repousser indéfiniment les demandes insistantes de leur progéniture, stratégie d'évitement parfaitement rodée. Les cours de récréation des années 70 résonnaient de cette expression mystérieuse, les enfants se demandant sérieusement quand tomberait cette fameuse fête. Les professeurs d'école primaire devaient régulièrement expliquer qu'aucun Saint-Glinglin n'avait jamais existé. Déception visible sur les visages des élèves naïfs. Les marchands de 4 saisons promettaient parfois des remises à la Saint-Glinglin, clin d'œil complice qui faisait rire les clientes habituées du marché. Les conversations entre voisins dans les escaliers des immeubles parisiens utilisaient fréquemment cette expression « humour populaire » qui allégeait les échanges quotidiens. Les jeunes d'aujourd'hui ignorent totalement cette expression savoureuse, préférant des formules plus directes qui manquent cruellement de poésie. C'est la fin des haricots, exclamation dramatique qui surgissait quand une situation devenait vraiment catastrophique, ultime recours verbal avant le désespoir total.
Cette expression trouve son origine dans les périodes de disette où les haricots secs constituaient la dernière réserve alimentaire des familles modestes. Les cuisines des années 50 connaissaient encore ces moments d'angoisse où les placards se vidaient dangereusement avant la prochaine paie. Les mères de famille prononçaient cette phrase en soupirant devant le garde-manger dégarni, inquiétude réelle que les enfants percevaient confusément. Les épiceries de quartier accordaient parfois du crédit aux clients réguliers quand la fin des haricots approchait, solidarité de voisinage aujourd'hui disparue. Les repas de cantine scolaire servaient justement des haricots plusieurs fois par semaine, légumes économiques qui nourrissaient des générations d'écoliers affamés. Cette expression survit timidement dans certaines familles, mais perd progressivement son sens profond pour les générations qui n'ont jamais connu la pénurie. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Vérité universelle que les grands-mères assénaient en observant le plombier dont les robinets fuyaient ou le médecin qui négligeait sa propre santé. Les échoppes de cordonniers parsemaient encore les rues françaises dans les années 60, artisans patients qui réparaient inlassablement les souliers usés. L'odeur du cuir travaillé et de la colle forte embaumait ces boutiques minuscules où s'entassaient des montagnes de chaussures attendant réparation. Les enfants fascinés observaient le cordonnier manier ses outils mystérieux, petits tabourets de bois où il passait des journées entières, penché sur son ouvrage. Les conversations de marché utilisaient ce dicton pour commenter ironiquement les contradictions humaines, sagesse populaire teintée d'humour bienveillant. Les instituteurs incarnèrent parfaitement ce dicton avec leurs propres enfants, souvent cancres, paradoxe amusant qui alimentait les ragots villageois. L'expression persiste vaguement, mais les cordonneries ayant presque totalement disparu, la référence devient incompréhensible pour les plus jeunes. Faute de grives, on mange des merles. Philosophie pragmatique des campagnes françaises, où la chasse constituait un complément alimentaire essentiel pour les familles modestes. Les chasseurs du dimanche matin revenaient parfois bredouilles de gibier noble, contraints de se rabattre sur des prises moins prestigieuses. Les cuisinières adaptaient leurs recettes selon le contenu de la gibecière, art de l'improvisation culinaire transmis de génération en génération. Les repas de fête voyaient parfois apparaître des pâtés de merle quand les grives se faisaient une rare, substitution acceptée sans faire d'histoire. Les marchés forains proposaient ces petits oiseaux alignés sur des étals de bois, spectacle aujourd'hui impensable qui choquait déjà les citadins de l'époque. Les conversations professionnelles utilisaient ce dicton pour justifier des compromis nécessaires, sagesse pratique, appliquée à tous les domaines de la vie. Cette expression s'efface progressivement, la chasse aux petits oiseaux étant désormais interdite et totalement incompréhensible pour les générations urbaines. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties, avertissement humoristique qui surgissait quand quelqu'un exagérait vraiment, limite à ne pas franchir sous peine de représailles. Les jardins potagers des années 70 abritaient effectivement des massifs d'orties redoutés, plantes urticantes que les enfants apprenaient à éviter. Les grands-mères régnaient en maîtresses absolues sur leurs domaines végétaux, figures d'autorité qu'il valait mieux ne pas contrarier. Les disputes familiales voyaient parfois surgir cette expression apaisante, rappellent que certaines limites ne devaient jamais être dépassées. Les cours de récréation bruissèrent de cette formule imagée, enfants qui se menaçaient mutuellement de représailles terribles en cas d'abus. Les repas de famille animés entendaient régulièrement ce dicton quand les discussions politiques s'envenimaient dangereusement entre générations. L'expression survit dans certaines régions, mais les jardins bétonnés des pavillons modernes ont fait disparaître les orties et leur pouvoir évocateur. Promettre monts et merveilles, formule méfiante que les anciens utilisaient pour dénoncer les beaux parleurs dont les promesses ne valaient rien. Les bonimenteurs des foires ambulantes incarnaient parfaitement ces promesses excessives, vendant des élixirs miraculeux à des foules crédules et désespérées. Les campagnes électorales des années 60 voyaient défiler ces promesses mirobolantes, affiches colorées qui tapissaient les murs des mairies de village. Les mères averties mettaient en garde leurs filles contre les prétendants trop enthousiastes qui promettaient monts et merveilles avant le mariage. Les contrats signés à la va-vite dans les foires commerciales illustraient parfaitement ce dicton, regret amer qui survenait quelques semaines plus tard. Les conversations entre voisines sur les paliers d'immeubles utilisaient cette expression pour commenter les déconvenues sentimentales des unes et des autres. Ce dicton perd de sa saveur à mesure que les grandes promesses sont remplacées par des mentions légales en petits caractères illisibles. Se tenir à carreau. Injonction prudente que les parents adressaient aux enfants turbulents avant une visite chez la tante autoritaire ou le dimanche à l'église. Cette expression, issue du jeu de cartes, évoquait la nécessité de rester discret, de ne pas attirer l'attention dans des situations délicates. Les parties de belote enfumées dans les arrière-salles des cafés utilisèrent ce vocabulaire technique que les habitués maîtrisaient parfaitement.
Les écoliers des années 80 s'échangeaient cette expression dans les couloirs, avertissements codés quand le surveillant général approchait. Les bistrots de quartier résonnaient des conversations des joueurs de cartes, rituels quotidiens qui rythmaient les après-midi des retraités désœuvrés. Les familles entières se retrouvaient le dimanche pour des tournois de cartes interminables, transmission ludique d'un vocabulaire aujourd'hui menacé. L'expression subsiste vaguement, mais les jeux de cartes traditionnels ayant cédé la place aux écrans, sa signification originelle s'estompe inexorablement. Quand les poules auront des dents. Réponse définitive aux demandes jugées impossibles, fin de non-recevoir imagé qui coupait court à toute négociation ultérieure. Les poulaillers des fermes françaises abritaient ces volatiles familiers dont l'anatomie buccale servait de référence à l'impossible absolu. Les enfants insistants qui réclamaient un vélo neuf ou une augmentation d'argent de poche recevaient invariablement cette réponse décourageante. Les cours de ferme résonnaient en des caquettements des poules picorant le grain, bruit familier qui accompagnait les conversations entre voisins agricoles. Les marchés du samedi matin voyaient défiler ces volailles vivantes, vendues dans des cages grillagées, spectacle ordinaire des années 60. Les institutrices utilisaient parfois cette expression pour répondre aux requêtes fantaisistes de leurs élèves, humour pédagogique apprécié des enfants. Ce dicton résiste mieux que d'autres, mais l'élevage industriel, ayant remplacé les poulaillers familiaux, son image devient abstraite pour les citadins. Avoir maille à partir. Expression mystérieuse signifiant un conflit tenace avec quelqu'un, formule que les anciens utilisaient pour décrire des querelles de voisinage interminables. La maille désignait autrefois la plus petite monnaie médiévale, impossible à partager équitablement entre deux personnes de mauvaise foi. Les villages français connaissaient ces disputes ancestrales entre familles rivales, rancœurs transmises de génération en génération, sans que personne ne se souvienne de l'origine. Les notaires de campagne arbitraient en ces conflits autour des héritages contestés. Succession qui divisait les fratries pendant des décennies entières. Les conversations chuchotées après la messe dominicale évoquaient ces mailles à partir entre voisins, ragots savoureux qui alimentaient la chronique locale. Les bistrots de village prenaient en partie dans ces querelles, clientèle divisée qui ne se mélangeait jamais au comptoir. Cette expression disparaît progressivement car plus personne ne comprend la référence monétaire médiévale qui lui donnait tout son sens. Jeter l'argent par les fenêtres ? Reproche cinglant que les parents économes adressaient à leurs enfants dépensiers. Accusation gravissime dans des familles où chaque franc comptait. Cette image spectaculaire évoquait les seigneurs médiévaux distribuant des pièces au peuple depuis leur balcon, geste de générosité ostentatoire. Les conversations familiales des années 70 tournaient souvent autour des économies nécessaires. Budget serré calculé au centime près. Les livrets de caisse d'épargne s'accumulaient dans les tiroirs des commodes, épargne sacrée que personne n'osait toucher sauf en cas d'urgence absolue. Les enfants qui gaspillaient leur argent de poche en bonbons essuyaient invariablement ce reproche parental, leçon d'économie domestique répétée inlassablement. Les publicités télévisées incitant à la consommation heurtaient les valeurs d'épargne transmises par les générations ayant connu les privations de guerre. Ce dicton survit mais perd de son impact dans une société de consommation où l'endettement est devenu la norme acceptée. Être comme cul et chemise. Expression familière décrivant une amitié fusionnelle entre deux personnes inséparables, formule crue mais affectueuse des conversations populaires. Les amitiés d'enfance scellées dans les cours de récréation des années 60 créaient ces duos légendaires que tout le quartier connaissait. Les vestiaires des usines résonnaient de cette expression virile, camaraderie ouvrière forgée dans la sueur des chaînes de montage. Les bistrots de village accueillaient ces paires d'amis inséparables qui occupaient toujours la même table, rituel immuable qui structurait la vie sociale. Les mères commentaient ces amitiés avec un mélange d'attendrissement et d'inquiétude, se demandant si leurs enfants ne négligeaient là pas d'autres relations. Les conversations entre voisines utilisaient cette expression pour décrire les couples fusionnels du quartier. Observation amusée des comportements amoureux. Cette expression jugée vulgaire disparaît progressivement du langage courant, remplacée par des formules plus polissées qui manquent de saveur populaire. Battre le fer tant qu'il est chaud. Conseils avisés que les anciens donnaient aux jeunes hésitants, invitation à saisir les opportunités sans attendre qu'elles refroidissent. Les forges de village résonnaient encore du martèlement rythmique dans les années 50, artisans dont le savoir-faire inspirait ce dicton pragmatique. Les enfants fascinés observaient le forgeron manier son marteau sur l'enclume, spectacle hypnotique de métal rougeoyant transformé en outils utiles. Les conversations d'affaires entre marchands utilisaient cette expression pour encourager les décisions rapides, sagesse commerciale transmise de père en fils. Les jeunes amoureux recevaient en ce conseil de leurs aînés quand une occasion sentimentale se présentait, encouragement à oser avant que le moment passe.
Les entretiens d'embauche des années 80 voyaient parfois surgir cette expression « candidat », encouragés à négocier immédiatement leur salaire. Ce dicton résiste mieux que d'autres, mais les forges ayant totalement disparu, son image devient abstraite pour les générations numériques. Mettre du beurre dans les épinards. Ambition modeste des familles populaires qui cherchaient simplement à améliorer l'ordinaire. Petit supplément qui transformait le quotidien. Les cuisines des années 60 préparaient effectivement des épinards nature que seule une noix de beurre rendait acceptable pour les enfants récalcitrants. Les petits boulots du samedi permettèrent de mettre ce beurre symbolique dans les épinards familiaux, contribution appréciée des budgets serrés. Les conversations entre collègues évoquaient ces heures supplémentaires qui permettaient de mettre du beurre dans les épinards, motivation universelle des travailleurs modestes. Les marchés du dimanche matin voyaient défiler ces ménagères calculant mentalement comment améliorer les repas de la semaine avec quelques francs supplémentaires. Les enfants participaient à cette économie domestique en rapportant les bouteilles consignées, fierté de contribuer au beurre familial dans les épinards. Cette expression savoureuse s'efface lentement. Les épinards surgelés au beurre ayant remplacé la cuisine laborieuse de nos grands-mères attentionnées. Quel dicton réveille vos souvenirs les plus tendres parmi ces 16 trésors de sagesse populaire? Partagez dans les commentaires l'expression favorite de vos grands-parents pour continuer ce voyage émouvant dans notre mémoire collective. N'oubliez pas de liker si ces dictons ont fait remonter des émotions enfouies depuis des décennies. Abonnez-vous pour explorer d'autres pans oubliés de notre patrimoine linguistique français.